On a plongé dans l'histoire et puis on a avancé avec October. Donc c'est le traitement qui prend normalement 3 mois et demi ou 4 mois avant de pouvoir passer en comité, ça prend 10-15 jours maximum. Et entre la première rencontre et le versement des fonds, il s'est passé 3-4 semaines. Donc c'est complètement hallucinant sur la rapidité. Hôtels fermés partout en France, recours massif au chômage partiel, confinement et couvre-feu, le secteur de l'hôtellerie fut l'un des plus touchés par la crise sanitaire qui a marqué notre époque. Les hôtels, comme les restaurants, sont pourtant des lieux fondamentaux du vivre ensemble, des échanges, des discussions, des rires et des rencontres, véritables lieux de melting pot de notre époque. S'ils ont été les grands sacrifiés de la crise sanitaire et même si la reconstruction de ce secteur s'annonce longue, les professionnels de la restauration s'annoncent tout, sauf vaincus. Je m'appelle Edouard Hermé et vous écoutez La Suite, un podcast October dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui font l'hôtellerie et la restauration pour échanger sur leur retour d'expérience de la crise du Covid, de ce qui a changé pour eux depuis le retour à la normale et de leur vision de l'avenir. Pour ce 4e et dernier épisode de La Suite, je suis parti à la rencontre des fondateurs du groupe Stone, qui a créé les fameux restaurants du 11e arrondissement de Paris, Clamato, Septime La Cave, mais aussi les pâtisseries Tapisserie ou encore la maison d'hôtes du Nil dans le Perche. Bertrand, Théophile et Julien se livrent sans détour sur leur rencontre, la puissance de travailler avec des associés de confiance, sur la crise du Covid et des perspectives qu'elle leur a offertes, avec en fil rouge les moyens qu'ils ont employés pour financer leur ambition, pour faire du groupe Stone la machine à succès que l'on connaît aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Bertrand Grébeau, je suis donc associé avec Théo et Julien, fondateur des restaurants, et je m'occupe de la partie cuisine principalement. Salut, moi c'est Julien Cohen, fondateur également avec Bertrand, Théo et Benoît, mon frère qu'on a oublié parce qu'on est 4. Moi je suis l'homme de l'ombre, c'est Théo et Bertrand qui gèrent le quotidien des restaurants et puis moi je leur file un coup de main sur toute la partie finance, juridique, voilà, tout le back office, donc on me voit pas mais je suis toujours là, pas très loin. Eh bien bonjour, je suis Théophile Pouria, j'ai cofondé pareil Septime, Clamato, Septime La Cave, du Nil et Tapisserie, notre projet de pâtisserie plus récent, avec Bertrand, Julien, Benoît, et je m'occupe de tout ce qui ne se mange pas dans les restaurants. Sélection des vins, service, déco, maintenance. Une des particularités des fondateurs du groupe Stone, c'est qu'au-delà d'avoir créé tout un écosystème de restaurants ensemble, c'est d'abord une histoire d'amitié, une histoire de famille même. Moi je connais Théo depuis le lycée, et il y a un truc assez amusant, c'est que on était tous les deux partis dans des études qui n'ont rien à voir avec l'hôtellerie-restauration. Moi, j'étais en art graphique et Théo en gestion, en éco-gestion à Dauphine. Et on était coloc. Théo s'est lancé dans la restauration parce que Julien l'a invité à venir bosser un été dans les restos. Et moi, de mon côté, je me suis lancé dans l'école Ferrandi parce que je m'ennuyais un peu devant Photoshop toute la journée. Et il se trouve que mon mémoire d'école... c'est pour ça que j'en parle là. Mon mémoire d'école, c'est la reprise d'un des restaurants de Julien où on est déjà tous les 3 associés. Et sauf que c'était totalement fictif, mais il y a déjà, quand on le relit, les prémices de Septime, des directions déjà, puisque c'est des choses dont on avait déjà beaucoup parlé à l'époque. Et on avait supposé que Julien nous aidait à monter le resto, voilà. Bah moi en fait, effectivement Théo, on est quasi beaux-frères puisque Léonore, sa sœur, est mariée avec mon frère Benoît. Et moi donc j'avais déjà des restos depuis pas mal de temps et quand Théo est venu me voir parce qu'il avait envie de bosser un peu, on a commencé à bosser ensemble, on s'est aussi bien entendu au boulot que dans la vie privée. Et puis une aventure de 10 ans a commencé parce qu'on a quand même bossé ensemble pendant 10 ans. Théo il a commencé avec moi au service et puis il a fini directeur général de tous les restos parce qu'à l'époque il y en avait quelques-uns. Donc voilà, ça a commencé comme ça, puis ensuite ils sont venus me voir avec Bertrand, ils m'ont parlé de leur projet que j'ai trouvé génial. Bertrand à l'époque il était quand même déjà bien en place, parce qu'il était, je crois que tu avais déjà ta première étoile à l'Agapé, parce qu'il a quand même été, il le dira pas lui mais je peux le dire, il a quand même été le plus jeune chef français étoilé à l'époque, à 27 ans 26. Voilà, ils sont venus me voir, ils m'ont dit est-ce que tu veux faire un truc, je leur ai dit mais évidemment à fond, parce que moi j'adore être avec Théo, on était complètement en symbiose sur la gestion des restos, et je voyais que Bertrand était
un jeune chef assez incroyable, donc je leur ai dit à fond. Et puis ça a commencé comme ça notre aventure. Un déjeuner, voilà, je peux raconter, mais un déjeuner avec Benoît, Julien, Théo et souvent, moi. Ouais, c'est souvent ce qu'on fait quand c'est important, on se voit et on bouffe un peu et on boit beaucoup. Je me rappelle qu'en tout cas, on avait scellé, en l'espace de 2 heures, en tout cas, la version bêta de ce qu'on avait envie de faire. Nous, on avait 29 ans à l'époque. Ça faisait 10 ans, moi, que je travaillais avec Julien. Bertrand, toi, tu avais un peu envie de t'émanciper et de sortir un peu du carcan des tables nappées et un peu ultra gastro, comme c'était le cas à l'Agapé. On avait envie de faire un truc un petit peu plus personnel. Et c'est la chance qu'on a eue avec Benoît et Julien qui nous ont filé un coup de pouce, un kick au démarrage pour pouvoir faire Septime et ouvrir Septime en 2011. Donc le déjeuner, non, je me rappelle très bien où c'était chez Itinéraire. On s'est dit, alors on s'en fait pas assez des déjeuners entre nous, mais en tout cas il y a des choses importantes et quand ça a été un moment important, on s'en rappelle et on s'est tapé dans la main. Ouais, un moment clé, on s'est tapé dans la main, on s'est dit allez on y va et c'était le début d'une chouette aventure. Un adage nous dit souvent qu'il faut éviter de travailler, de s'associer avec des amis. Et pourtant, Théo, Bertrand et Julien sont l'exception qui confirme la règle. Alors, quels sont leurs conseils pour réussir ce type d'association ? Déjà, nous, je parle de Bertrand et moi, je sais qu'on est de tempérament un peu sauvage, on ne s'associerait pas avec n'importe qui, et d'ailleurs on ne l'a jamais fait en 10-11 ans, on est un peu, on a besoin d'avoir une grande confiance pour pouvoir le faire. Et entre nous, on se connaissait très très bien et on l'a toujours eu. Je pense que c'est cette espèce de respect, d'amitié à la base qui fait que ça le faisait. Et on l'a senti. Il y avait plusieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y avait plusieurs choses qui nous reliaient. C'est-à-dire qu'il y avait la famille avec Benoît, qui était mon beau-frère. Il y avait le fait qu'on avait déjà travaillé ensemble avec Julien pendant 10 ans, donc on savait un petit peu dans quoi on mettait les pieds. Il y a eu une espèce de triangulaire qui a su, je pense, nous rassurer et surtout poser les bases de quelque chose de sain dans notre relation et notre association. Ouais, il y a pas eu ce rapport c'était pas une histoire de financier, c'était assez naturel. Et moi, je pense que même si finalement j'étais pas la pièce rapportée, mais eux, ils avaient ce lien familial. Moi, mon lien, c'était Théo. Au début, je connaissais peu Julien et Benoît, mais finalement, j'étais plus rassuré par leurs valeurs familiales. Je me suis jamais inquiété de m'associer avec eux parce qu'il y avait quelque chose de très famille et très sain dans leur façon de voir la vie et déjà dans les business qu'ils avaient déjà eux, etc. Donc, j'ai pas du tout eu peur de ça. Et après, nous, le quotidien, quand même, là, c'était Théo et moi, c'était tous les deux. Et si ça a tenu si longtemps sans problème, sans orage, c'est qu'on était complètement complémentaires. On est chacun notre domaine d'action. Et même si aujourd'hui c'est différent parce qu'on supervise plus et du coup on se retrouve plus proche dans les prises de décision, ça fonctionne encore. Mais c'est vrai qu'au début, en tout cas, le fondement de la boîte, c'était la complémentarité et le côté indissociable de nos savoir-faire, le fait d'être complémentaires et presque dépendants l'un de l'autre, et à la fois hyper tranquille sur toute la partie qui ne nous concernait pas. Quand il dit « je m'occupe de tout ce qui ne se mange pas », c'est vrai, et moi de tout ce qui se mange, ce qui est quelque chose d'assez lourd aussi, et du coup, en fait, le fait d'avoir eu quelqu'un à fond et de confiance sur tout ce qui ne se mange pas, ça a permis aussi de consacré à fond à tout ce qui se mange et les yeux fermés, etc. Et y compris pour l'aspect financier, la gestion, tout ça. Donc c'était ça la force de l'association, la complémentarité. La règle d'or d'une association, qu'elle soit entre amis, dans la famille ou avec une personne moins proche, reste la même. À chacun ses compétences. Ainsi, personne ne se marche sur les pieds et chacun est responsable. À Bertrand, tout ce qui se mange, à Théophile, ce qui ne se mange pas, et à Julien et Benoît, la partie du financement. Nous, on était là, on les soutenait. Moi, j'amenais mon expertise sur toute la partie finance, juridique, montage, etc. Et après, l'idée, c'est que les restaurants, c'était eux qui s'en occupent. On a toujours dit à Théo, à Bertrand, avec Benoît, on a dit, si vous avez besoin de nous pour autre chose que ce qu'est notre rôle, on a dispo. Mais l'idée, c'était qu'eux nous le demandent et pas que nous, qu'on prenne une place qui n'est pas la nôtre, quoi. Julien et Benoît aident au financement du premier restaurant du groupe, le Septime rue de Charonne dans le 11e arrondissement de Paris, et tout ne se passe pas comme prévu.
Les tout débuts, c'est comme tout le monde, on cherche un restaurant à reprendre, ou en tout cas un fonds de commerce à récupérer. On ne cherche pas particulièrement dans le 11e. On est évidemment plus sensible à l'Est parisien plutôt qu'à l'Ouest, parce que on a envie d'ouvrir quelque chose d'abordable, typé bistrot. Et donc on est très ouvert, on cherche dans tous les quartiers. Régulièrement encore aujourd'hui, on passe, que ce soit dans le centre de Paris, au nord ou quoi, devant des endroits qu'on aurait pu en fait acheter à la place de Septime. Il se trouve que on récupère ce local au 80 rue de Charonne. Et à l'époque, en 2011, le quartier n'est pas hyper coté. Après, c'est pas non plus ghetto, hein. Il y a déjà la rue Paul Bert avec le bistrot Paul Bert, les cahiers. À l'époque, le temps au temps qui faisait parler un petit peu de lui, même avant. Il y a Giovanni Passerini qui a Rino, en fait, rue Trousseau, juste à côté, qui est notre voisin. Il y a quelques restos quand même qui existent. Mais on arrive, on récupère donc ce restaurant, un ancien magasin de luminaires et un réparateur de machines à écrire regroupés en un seul bail. Et c'est une pure création, ouais. Fait quelques mois de travaux. À l'époque, on est très disponible parce qu'on est un peu en année sabbatique. Ça nous permet d'être tous les jours sur le chantier pour voir les choses, faire avancer les choses. Et puis on arrive en avril et c'est le moment de l'ouverture. On constitue une équipe. C'est pas évident parce qu'on a encore pas de nom, etc. Mais on se trouve une petite équipe bien pour ouvrir. Et là, on fait les premiers repas à test, quoi, Friends and Family. Et ça se passe pas hyper bien. On fait des premiers... alors, moi, je prends une première carte, Théo, une première carte des vins. On invite des gens, on fait 15 couverts ou 20 couverts, un truc ridicule. Et puis, c'est un peu nul, quoi. Le rythme est mauvais, on n'arrive pas à mettre d'ambiance, il n'y a pas trop de cohésion, on n'arrive pas à se parler, on est stressé à mort. C'est un service affreux dont on sort déprimé. Et puis finalement, c'est cette mauvaise expérience du premier soir peut-être sur laquelle on rebondit pour faire mieux le lendemain et ouvrir 3 jours après avec des vrais clients en étant super préparé finalement au pire. Et du coup, ça se passe très bien. L'écrin était super beau, le resto on adorait, on avait cette équipe motivée et tout. Et puis, mais il y avait quand même un détail, c'est que nous deux, on n'avait jamais travaillé ensemble. Donc, et même si moi je connaissais un peu ce qui allait sortir, la cuisine qu'il y avait à l'Agapé avant, etc., tout était quand même très très nouveau. Et donc il y a eu un espèce de wow, de vertige, de truc un peu où il fallait que ça se mette un peu en face, quoi. Moi j'assumais rien en salle, je me cachais. Enfin, c'était très difficile. Après, c'était la famille et les copains, donc c'était vraiment l'accouchement douloureux, quoi. C'était vraiment le truc. Et puis tout de suite, on a su réagir, en fait. On n'a pas du tout débriefé ce moment, mais on a surtout voulu réagir pour l'ouverture officielle quelques jours après. Après ce début chaotique, le Quatuor se relève bien. Très bien même. Au point d'ouvrir un deuxième restaurant, le Clamato, puis une cave à vin, Septime la Cave. Dès la deuxième année, on a eu une opportunité en 2012 de pouvoir récupérer ce petit local rue Baffroy, qui était une dame qui restaurait de la porcelaine, mais la façade était très belle, une façade des faubourgs en bois d'époque. Et donc on a récupéré ce local, un peu confiant, en se disant, comme le restaurant cartonne, c'est sûr qu'on va avoir une petite cave à vin là, et les gens, ça va faire comme à l'avant-comptoir là, chez Yves Candebord, là, Odéon, là, c'est bon, les gens vont faire la queue pour boire des coups. Et ça a été un fiasco total, quoi. Il y avait personne, c'était un très bon copain qui s'en occupait, Pierre, à l'époque, et on allait le voir à la fin de la journée et il dit non, j'ai vu 3 personnes aujourd'hui. Enfin, c'était l'horreur, quoi. Du coup, on s'est remis en question et on a réfléchi à tous les leviers sur lesquels on pouvait agir, la qualité des petites assiettes servies, la sélection des vins, la bougie, le soin dans l'éclairage, la bougie à cet endroit-là, bomber le torse, serrer le tablier, sourire, rien lâcher. Et en fait, ça a commencé à apporter ses fruits. Et dans le même temps, on a ouvert Clamato, qui était sans résa, pour lequel il fallait un endroit pour faire patienter les gens quand il n'y avait plus de place. Et les efforts couplés avec l'ouverture de Clamato ont fait décoller l'endroit et c'est devenu Noir de Monde.
Et pour ces ouvertures, ils ont procédé à des modèles de financement plutôt classiques. Quand on a commencé en 2011, on est parti, donc Benoît et moi, on a un apport pour avoir un apport personnel, mais on était sur un modèle très classique, un 70-30 avec une dette bancaire. À l'époque avec des taux beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui, mais donc voilà, on a fait les premières affaires de cette manière, c'est-à-dire qu'on a on a apporté les fonds sur Septime, et puis ensuite le succès aidant, on a réussi à créer de la valeur qui nous permettait de ne plus apporter des fonds en perso, mais de reprendre l'argent qui était entre guillemets gagné ou fabriqué par les restaurants. Donc on a été très classique dans le modus operandi de levée de dette avec encore une fois du 30-70 pendant pas mal de temps. On a clairement vu la dégradation de la situation des relations avec les banques et surtout de la manière dont les banques appréhendaient la relation client avec les professionnels. Alors la restauration, mais je pense que c'est le cas dans tous les métiers. Moi j'ai commencé en 2000, donc j'ai encore plus de recul là-dessus, mais on a vu petit à petit la fin du contact conseiller avec des personnes qui changeaient de manière régulière pour qu'on ne puisse pas s'y accrocher. C'était clairement une volonté des différentes banques. Donc en fait on avait plus d'interlocuteurs, on avait affaire, en gros notre interlocuteur c'est le fameux comité. Alors dès que vous parlez avec un banquier, vous dites il faut qu'il aille voir le comité. Je pense que même pour aller aux toilettes, il doit voir le comité. Donc voilà, ça c'est quand même assez rapidement, en 10 ans, ça s'est quand même vachement dégradé. On a quand même réussi avec la notoriété des restaurants et puis une bonne assise et un bon dossier, on a quand même réussi à faire financer les restaurants comme ça jusqu'à du Nil, où là on a eu mais c'est même pas volontaire en fait, donc on a financé un propre parce qu'on avait besoin d'aller très vite. J'avais la chance d'avoir vendu un restaurant l'année avant, donc j'avais un peu de cash disponible, et on a eu ce coup dans le Perche, cet endroit qui est assez formidable, un endroit absolument sublime, et il y avait un particulier qui voulait absolument l'acheter pour en faire sa résidence secondaire. Et il a fallu qu'on dégaine, en gros, qu'on dégaine en 48 heures, donc on n'avait pas le temps d'aller voir une banque, parce que quand vous allez voir une banque, c'est entre, dans les meilleurs des cas, 3 mois et 6 mois pour avoir votre emprunt. Après, au bout de 48 ans, vous dites oui, on est super, on finance. Et ça prend 6 mois pour avoir l'argent. Et 244 BP, généralement 2 fois par an, ils vous disent on va attendre les bilans pour vous répondre. Donc voilà, c'est la galère. Et là, on a financé un propre. Donc j'ai fait cet apport en compte courant pour qu'on puisse acheter tout de suite du Nil. Et donc c'était en fait la seule vraie fois où on a fait un financement propre parce que les autres fois on avait réussi quand même, tant bien que mal, on avait quand même réussi à faire un financement classique avec la banque. Après, pour continuer l'aventure, ce qui a été très compliqué, c'est que c'est super de faire de l'autofinancement, mais il faut très vite refinancer parce que si vous attendez, ça devient quasiment impossible. Donc ça a été un peu notre problématique. On avait l'argent, on n'avait pas forcément besoin de lever de la dette. On savait que c'était, moi je savais que c'était voilà, et si j'allais voir les banques, ça allait être encore des mois et des mois et des mois de bataille. Donc on s'est un peu reposé là-dessus. Je me suis un peu, j'ai dit bon, on a les fonds, on avance sur le projet, on fait les travaux, puis on verra après. Et en fait, si vous attendez trop, c'est encore pire. Ce que vient de nous expliquer Julien Cohen mérite d'être noté. Si les parcours de financement classiques en recourant aux prêts bancaires sont toujours possibles, l'évolution de la relation entre les banques et les entrepreneurs s'est distendue et a largement perdu de sa vélocité. Or, les entreprises ont besoin de trésorerie, de pouvoir agir vite sur leurs décisions stratégiques pour pouvoir saisir des opportunités. Si Julien ne venait pas de vendre une précédente affaire dans des schémas de financement classiques, le groupe Stone aurait raté l'opportunité d'acheter une île. Et c'est dans ce cadre que la présence d'October sur le marché a pu changer des choses. Sur le financement du Nil qu'on a eu un souci, comme le disait Julien tout à l'heure, de financement bancaire. C'est-à-dire que donc on est dans le Perche, département de l'Orne, et que les banques percheronnes nous ont dit « Oh là, c'est quoi votre projet là ? Non, il faut monter à la capitale là, pour voir ça. » Et qu'à la capitale, on nous a dit « Oh là, le Perche, c'est où ? Non, il faut aller voir une banque de Basse-Normandie. » Donc en gros, voilà, c'est un peu ça qui s'est passé. Donc, après avoir tourné en rond pendant 2 bonnes années, je pense. En 2 ans et demi, j'ai vu 5 banques différentes. J'ai fait 5 fois le dossier. Et c'était assez hallucinant de voir c'est très paradoxal de voir dans cette espèce de monde tellement moderne et tellement hyper connecté à la seconde près, comment on mettait en tilt le système bancaire. C'est-à-dire qu'en fait, financer
un projet dans le Perche quand vous êtes à Paris, c'est comme si on finançait à l'autre bout du monde. Et encore, je me demande si c'est pas plus simple à l'autre bout du monde. C'est impossible. En fait, il savait pas faire. Il nous disait oui au début, puis après il passait par le fameux comité Mon Meilleur Ami. Et alors là, non, ça va pas. Les banques étaient. Et alors pourtant, c'est des banques qui sont des banques de réseau. On parle pas de petites banques, on parle de banques qui ont une empreinte nationale. Ils savaient pas faire, c'était pas possible. Donc au-delà du refinancement, il y avait cette problématique de ne pas pouvoir avoir de relais en local. Et en fait, on se rend très vite compte aussi que finalement, l'agence de Paris et l'agence de Mortagne ou l'agence même d'Avignon, même si c'est la même banque, elles se connaissent pas, elles se parlent pas, et puis en fait, elles n'ont pas envie de faire des efforts. Donc en fait, au sein des mêmes banques, si c'est pas un projet qui est dans leur quartier ou dans leur coche les cases, qui coche les cases, oui, ça intéresse en fait. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est comment le monde bancaire aujourd'hui manque de conviction en fait. Comment il y a moins de conviction, il y a moins. Nous, en effet, déjà les financements, il y a une douzaine d'années, c'était déjà plus ça en fait. Mais aujourd'hui encore moins. Il y a du Nil, c'est du romantisme pur cet endroit. Et que Septime aille faire sa maison de campagne là-bas, en fait, ça pourrait exciter quand même. Ça pourrait exciter, quoi. Plus d'un financier. On n'allait pas faire n'importe quoi. On allait faire quelque chose de bien, en fait. On désemplit pas depuis son premier jour d'ouverture. Depuis 10 ans, on est prescripteur. Enfin, c'est quelque chose... C'est pas une énorme prise de risque là-dessus. Et en fait, ça témoignait juste du manque de conviction, du manque d'envie des différents intervenants qu'on a pu rencontrer. Parce que justement, il s'agit plus d'envie. Si vous n'êtes pas dans les cases, ça passe pas, quoi. C'est vraiment ça. Hein. C'est un peu le gros problème qu'on a aujourd'hui sur les financements, mais même en local, même à Paris, je veux dire. Voilà, quand vous n'êtes pas dans les cases, vous avez beau être qui que ce soit et avoir les moyens que vous avez, ça va pas, quoi. Ça le fait pas. Faut être dans les cases. October, c'est rigolo parce qu'on a travaillé. Donc moi, je travaille sur le dossier, 2-3 premiers dossiers. Puis ensuite, j'ai été aidé par un ami de Sullivan Zaken qui dirige le cabinet RBA, qui est notre conseiller fiscal et puis qui nous aide sur tous les dossiers bancaires et qui nous avait mis en contact à l'époque avec des banques qui pensaient pouvoir nous suivre sur le projet. Puis finalement, ça n'a jamais abouti. Et un jour, Soli m'appelle et me dit il y a un nouveau truc qui vient de sortir, c'est incroyable, il faut qu'on regarde ensemble, c'est complètement différent de ce qui se passe d'habitude sur le milieu bancaire, je crois que ça peut être intéressant, il faudrait qu'on les rencontre, est-ce que ça t'intéresse ? Donc elle me parle comme ça d'October, en fait c'était un client ami avec qui elle travaille depuis très longtemps, qui s'appelle Bernard, et qui m'en a parlé, qui m'a expliqué comment ça fonctionnait grosso modo, et donc on s'est vu avec Bertrand et Théo et on s'est dit ouais, pourquoi pas, let's go, on va essayer, pourquoi pas, on connaît pas mais pourquoi pas. Et ce qui a été assez à la fois hallucinant et perturbant, c'était la différence tellement énorme entre ce qu'on a l'habitude de faire sur des levées bancaires et la mise en place du dossier chez October. Voilà, c'est quelque chose c'est autre chose, quoi. C'est même différent de ce qu'on avait à l'époque dans la relation bancaire classique, si je puis dire. Donc on a plongé dans l'histoire et puis on a avancé avec October. Après, il y a un peu, je le dis en toute transparence, il y a un peu le revers de la médaille, mais il faut ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, October, c'est génial parce que c'est des prises de décision très rapides. C'est un interlocuteur avec qui vous parlez, qui vous répond. C'est lui qui prend les décisions avec son comité, bien évidemment, mais il sait dès le départ quand il vous dit que ça va le faire, ça va le faire. Donc c'est le traitement qui prend normalement 3 mois et demi ou 4 mois avant de pouvoir passer en comité. Ça prend 10-15 jours maximum. Et entre la première rencontre et le versement des fonds, il s'est passé 3-4 semaines. Donc c'est complètement hallucinant sur la rapidité. Le prix à payer, puisque c'est la formule, puisque c'est le concept d'October, c'est que les taux sont évidemment plus élevés que les taux bancaires classiques. Mais encore une fois, quand vous avez besoin de lever de la dette et que vous n'arrivez pas à entrer auprès de la banque, les taux, on s'en siffait, quoi. On s'en contente parce que ça nous va. Donc c'est le traitement qui prend normalement 3 mois et demi ou 4 mois avant de pouvoir passer en comité. Ça prend 10-15 jours maximum.
Et entre la première rencontre et le versement des fonds, il s'est passé 3-4 semaines. Donc c'est complètement hallucinant, hein, sur la rapidité. Le prix à payer, puisque c'est la formule, puisque c'est le concept d'October, c'est que les taux sont évidemment plus élevés que les taux bancaires classiques. Mais encore une fois, quand vous avez besoin de lever de la dette et que vous n'arrivez pas à entrer auprès de la banque, ben les taux, on s'en siffait, quoi. On s'en contente parce que ça nous va. Parce que pour les entreprises, le plus important, c'est bien d'avoir de la trésorerie rapidement, quitte à avoir de plus grands taux d'intérêt. Elles ont besoin d'aller vite et de continuer à créer. Parce que nous, le refinancement, c'était aussi une manière de libérer des fonds pour pouvoir faire d'autres choses. Donc, l'un dans l'autre, voilà. Cash is king. Donc, quand on a la possibilité d'avoir du cash dispo, on y va, quoi. Et puis, c'est une décision qu'on a prise, qu'on est ravis d'avoir pris et qu'on reprendrait s'il fallait la reprendre. Ça change pas notre quotidien dans l'absolu. Si on regarde à la fin des 6-7 ans, évidemment, ça fait de l'argent, mais ça permet aussi d'en faire différemment entre-temps. Donc, on est gagnant, quoi. Puis surtout, encore une fois, c'est quand même sympa et agréable de pouvoir reprendre. Je raconte l'anecdote, c'est rigolo, parce que moi, j'avais fait le premier rendez-vous avec Grégoire de chez vous pour parler du projet. On lui avait présenté le dossier bancaire, et puis évidemment, je lui ai dit, bon, ce serait quand même pas mal on s'est dit que c'était pas mal qu'il parle avec Théo et Bertrand, parce que c'est quand même eux qui sont les hommes du quotidien. Et tu me dis, Théo, si je dis une bêtise, mais ils se sont parlé, et puis ils ont parlé assez vite de vin. Et donc, ils n'ont pas que parlé de chiffres et de liasses fiscales et de rentabilité, etc. Ils ont parlé de vin. Donc, il y a une relation qui n'est pas qu'une relation sur remplir des cases. C'est aussi un peu ce qu'on avait à l'époque avec quand on avait, il y a très longtemps, des conseillers bancaires avec qui on pouvait parler, qui connaissaient notre milieu, qui venaient dîner ou déjeuner dans les restaurants, ce qui n'existe plus. Hein. Moi, les banquiers qui viennent chez nous, c'est quand même très très rare. Donc c'est agréable, ça, de pouvoir parler avec des gens et pas de parler avec des personnes qui se font le relais d'autres gens qui sont derrière l'ordinateur et qui remplissent des cases et qui disent oui ou non en fonction de ce que sort la bécane. Bon, faisons une pause sur la partie du financement. Nous avons vu que leurs enjeux restent primordiaux pour les entreprises, que l'on soit en temps de crise ou non. Que les entrepreneurs sont à la recherche de financeurs qui comprennent leurs enjeux, comprennent leur vision et déploient des solutions agiles. Revenons maintenant à l'essence de La Suite. Le podcast La Suite a été créé par October pour donner la parole aux professionnels de l'hôtellerie et de la restauration face à la crise du Covid-19. Et comme tous les restaurateurs, les associés du groupe Stone ont fait face à la fermeture de leurs établissements. Et pour eux, ça s'est plutôt bien passé. J'avais décidé de venir dîner à Clamato ce soir-là pour voir... je sais plus, on le sentait un peu venir, mais voilà, pour voir un peu l'équipe, faire un petit contrôle qualité, passer un bon moment surtout. Et donc on a appris ça comme ça, là, comme tout le monde, dernière minute. Donc on a fermé. La première chose, c'était de gérer les stocks. Donc on a donné beaucoup, bref. Et puis on est parti à Dunil. On est parti faire le confinement dans le Perche, ouais. On s'est dit, tiens, ça... Théo, sa famille et la mienne, on est parti à Dunil parce que c'était l'occasion, pour les enfants c'était une chance folle, hein, on est quand même privilégié d'avoir eu cet outil de travail qui est devenu une maison de confinement, mais c'était un moyen aussi de découvrir cet endroit différemment, d'y passer du temps. Il y avait une partie de l'équipe qui logeait sur place, donc pareil, d'échanger avec l'équipe, d'être au vert, de connaître mieux la maison, etc. Donc on a passé 5-6 semaines là-bas, qui était particulière. À la fois, c'était assez jouissif, à la fois très perturbant. Comme tout le monde, ce confinement, on l'a tous vécu de manière un peu paradoxale, quoi. Il y avait du bon, du moins bon. Ouais, c'était très particulier. Au début, moi, je me rappelle d'un sentiment quand même, c'était le bonheur d'être à la maison le soir. Parce qu'en fait, nous autres restaurateurs, là, c'était quand même ça le truc. C'est que pendant 15 jours, il y a eu ce sentiment cette espèce de parenthèse qui était jamais arrivé, en fait, de se retrouver en famille le soir, tous les soirs, sans culpabilité parce que les restaurants étaient fermés. Et on n'en a pas beaucoup parlé de ça, mais en fait, c'était quand même ça le sentiment qui moi, à l'époque, prévalait en tout cas. Et puis au bout de... Je sais plus quand est-ce qu'on a commencé un peu à tourner en rond, là, à faire comme des lions en cage là-bas. Si c'est au bout d'un mois et demi. C'est ça, au bout de 5-6 semaines, il y a eu quand même la volonté de faire quelque chose, quoi.
On avait les restaurants toujours fermés, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir rouvrir. Ça commençait un peu à s'agiter sur les soignants, il y avait des box qui étaient faites, etc. pour les hôpitaux. On a pris le temps de réfléchir, de savoir vraiment, on en parlait quoi, tous ensemble, avec Tatiana également, qui est chef et restauratrice. Donc en gros, on parlait un peu, qu'est-ce qu'on fait de nos adresses, quoi ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? On s'est pas jeté sur... alors on aurait pu être utile très vite, hein, mais on s'est pas jeté sur faire à manger aux soignants, faire à manger aux gens. On a eu besoin de digérer quand même un petit peu. Et dès qu'on est rentré, par contre, on a mis au point en une semaine Septime à la maison. Donc un resto livré... un menu un peu comme au resto livré à la maison. Et puis, pour équilibrer, on faisait aussi un certain nombre de repas chaque jour qui partaient pour les soignants. Ouais. Voilà. Quitte à être au boulot et être disponible, voilà, on a joint l'utile, l'agréable et le très utile. Et on s'est mis à faire ça. Alors on a fait des menus, c'était un exercice assez drôle en fait. Déjà ça nous a permis de nous remettre au boulot, c'était assez satisfaisant. On a rapatrié l'équipe en partie, on a essayé de faire bosser tout le monde, plutôt sur des petites tranches horaires, mais que tout le monde ait la chance de sortir de chez soi. Et puis voilà, on a lancé Septime à la maison, de la vente en ligne, de menus... à préparer chez soi, mais avec juste un peu de finition pour se sentir un peu chef et se régaler. Alors les gens ne pouvaient pas encore inviter des amis à cette période, donc on vendait plutôt les menus 2 par 2. Okay. Et ça a eu beaucoup de succès, parce qu'en fait, on arrivait à peine à suivre la prod. On en vendait entre 50 et 100 par jour selon le jour de la semaine. C'était assez chouette. Si, au niveau moral, le fait de trouver un peu de temps pour se reposer avant de retourner à Paris tenter de nouvelles choses s'est avéré intéressant, le soufflet est vite retombé pour nos patrons et leurs équipes. Dans un premier temps, ouais, et puis après c'est un peu retombé parce que c'est des gens qui aiment le service, c'est des gens qui aiment le contact avec les gens. Mettre des volailles pré-cuites dans des sacs sous vide ou des boîtes pour les expédier à quelqu'un qu'on verra jamais, c'est pas ce qui nous fait vibrer le plus quand même. Il y a un moment donné, c'est devenu long. Hein. Ouais, il y avait quand même plus de lien social du tout pendant des mois. Donc ouais, nous ce qu'on fait, tout ce qui nous intéresse, c'est le contact, c'est ce qui est fait minute, c'est le supplément d'âme, Et donc là, tout ça a été assez stérile quand même si ça a fait plaisir à plein de gens chez eux, même si ça a été assez satisfaisant à plein d'égards, c'est quand même pas notre cœur de métier, quoi. Mais non, moi je pense que en tout cas, ça a démontré notre agilité sur ce terrain. Et c'était ça qui était chouette, de la comptabilité à la stratégie, à l'opérationnel, ce qui était assez, en tout cas, excitant. Je pense, c'était de pouvoir faire d'avoir un terrain de jeu encore différent en fait, parce que toutes nos adresses sont construites comme ça, ne sont pas des répliques, mais sont des terrains de jeu différents avec des envies différentes et des modes de fonctionnement différents, même si les sourcings et l'exigence est la même. Et c'est l'agilité avec laquelle on a fait ce truc-là qui était chouette. On livrait au début, les 15 premiers jours, c'est nous qui livrions, et en fait, ça montrait que notre structure était capable de traverser ce truc-là. Je me rappelle, moi, un peu de ce sentiment de se dire ok, c'est cool, on est tout terrain, parce qu'en fait, on arrive à transgresser un peu le modèle de la livraison en proposant quelque chose de différent à notre sauce, quoi. Et pour des raisons pratiques, on n'a pas pu le continuer, et puis voilà, parce qu'on avait aussi envie de tirer un trait, je pense, là-dessus. On avait un peu marre de remplir des sacs en papier, quoi. Mais en tout cas, ça nous a ouvert. Enfin voilà, vaut mieux voir le verre à moitié plein et voir de quoi on a pu se nourrir pendant cette période-là. Et je pense que ça nous a permis de faire quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir faire. Et se dire ok, bon bah si on fait un service traiteur demain, ou si on propose quelque chose d'autre à domicile, on saura dans quoi on s'embarque un peu, ouais. Et sans compter qu'au niveau administratif, il y a eu pas mal de choses à mettre en place. Et ça, Julien Cohen s'en souvient bien. Moi je me rappelle
des choses un petit peu différemment. C'est que le tout début, ça a été quand même assez la panique. Moi, j'ai ce sentiment d'avoir, pour la première fois, ça a duré que quelques jours, mais ça a quand même duré. C'était vraiment très particulier. Je me rappelle pour la première fois, elle m'a dit, mais est-ce que tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, alors que ce soit avec Bertrand et Théo, que ce soit même sur mes restaurants à moi, est-ce que ça peut pas s'écrouler, est-ce que ça peut pas voilà, disparaître, alors qu'on a quand même la chance, nous comme moi, d'avoir des affaires qui sont des affaires qui vont bien, qui fonctionnent, qui ont toujours marché depuis maintenant 20 ans pour moi, et un peu plus de 10 pour Théo et Bertrand. Donc il y avait quand même cette angoisse et puis surtout tellement peu de visibilité sur, alors qu'on parle des PGE, etc., du chômage partiel, mais moi j'ai un souvenir très très limpide du flou artistique total, hein. C'est bien normal parce que c'est quand même long à mettre en place, mais j'étais quotidiennement au téléphone avec Laurence qui est là, qui est notre comptable, et on savait pas quoi, on savait pas comment ça se passait, on savait pas comment faire, on savait pas qui demander. Quand on demandait, les services publics vous disaient on sait pas, alors, on verra, on sait pas. Donc c'était quand même assez stressant. Donc il y a eu après ça s'est mis en place doucement et ça s'est bien passé, mais le début était quand même assez stressant. Donc c'est, comme disait Bertrand tout à l'heure, c'est assez paradoxal finalement, cette espèce de moment un peu privilégié, un peu particulier, où on avait, c'est vrai, enfin du temps, et en même temps cette angoisse très nouvelle qui n'était pas quelque chose qu'on vivait au quotidien, puisque au quotidien on est dans la machine à laver de la restauration, et puis on avance, donc c'est assez particulier. Ouais, beaucoup, je pense, d'entrepreneurs ou de chefs d'entreprise, ou pas que d'ailleurs d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise, ce mélange un peu d'excitation et d'angoisse. Ouais, il y avait quelque chose un peu... Ouais. Et il y avait un truc très particulier, c'est qu'on avait ce sentiment qui peut exister au quotidien de manière normale, mais vraiment de manière beaucoup plus exacerbée pendant cette période, c'est de faire des déclarations, de remplir des formulaires et d'écrire des choses où on n'était absolument pas sûr. Avec, évidemment, comme on le sait, si jamais on se trompe, clac, c'est 10%. Ouais. Et là, on était un peu, on faisait les choses en disant, on va voir quoi. On ne sait pas si c'est bon, on ne sait pas si c'est bien rempli. Pour comprendre les formulaires, les CERFA de Bercy, il faut quand même avoir fait des études. C'est-à-dire que quand vous appelez les mecs à Bercy, ils savent même pas eux comment il faut les remplir. Donc on remplissait un peu au pif. Et c'était un moment qui était un peu compliqué. Mais bon, si je peux me permettre juste une remarque, vive la France. Parce que on a été aidés comme aucun pays dans le monde. Et quand même, ça c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Après, c'est pas du tout un cri politique, c'est un cri de citoyen, enfin en tout cas de commerçants. On serait clairement pas là sans ça, quoi. On serait clairement pas là s'il n'y avait pas eu ces aides incroyables qu'on a eu pour la restauration, pour d'autres métiers, mais particulièrement pour la restauration. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. L'histoire se répète avec les entrepreneurs de l'hôtellerie et de la restauration passés au micro de la suite. Pour eux, la confiance reste toujours de mise et la trésorerie, elle, est reine. Car comme nous disait Peter Druckner, le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Et c'est en ce sens qu'October s'engage en partenaire de confiance pour pallier aux problèmes de financement, pour faire de la suite une réussite.